Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La CEDEAO est attendue mardi à Ouagadougou. Nous irons sur place pour les derniers développements avec notre correspondant Lamine Traoré. Au Tchad, la transition est prolongée de 2 ans maximum et le chef de la junte militaire Mahamat Déby Itno pourra briguer la présidence. Voilà quelques-unes des décisions du dialogue national, décisions qui ne font pas l'unanimité. Le président Joe Biden et son épouse se rendent ce lundi à Porto Rico et mercredi en Floride. Une tournée qui intervient après le passage de l'ouragan Ian qui a ravagé l'île avant de balayer le sud des États-Unis la semaine dernière. Bonsoir à tous. Le calme et la tranquillité sont donc revenus à Ouagadougou au lendemain de la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'est hier que le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné chef de l'État ayant réussi son coup d'État contre Damiba. Une mission de la CEDEAO est attendue demain mardi dans la capitale burkinabé de Ouagadougou. Le point de la situation avec notre correspondant Lamine Traoré. Je ne suis pas pris en otage, mais voilà ici. Le Burkina Faso s'est réveillé aujourd'hui avec un nouvel homme fort et la vie a repris son cours normal à Ouagadougou après 3 jours de tension marqués par des tirs à l'arme lourde et des manifestations dans les rues de la capitale. Le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné dimanche chef de l'État, validé par la hiérarchie militaire mais aussi par des manifestants. Il a entamé les concertations dès hier avec les secrétaires généraux des ministères. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. Création de comités. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, après une médiation des autorités coutumières et religieuses, a accepté de démissionner. Il a aussi indiqué que ces événements ont fait 2 morts et 9 blessés. Il a par ailleurs invité les nouvelles autorités à être intègres et patriotes pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Il s'est envolé pour Lomé aux dernières nouvelles. À l'endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser. Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. La mission de la CEDEAO qui devait se rendre ce lundi à Ouagadougou a été reportée à demain mardi pour des raisons logistiques selon des sources proches de l'institution. Le capitaine Ibrahim Traoré a promis d'organiser dans les prochains jours les assises qui vont désigner le président de la transition. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Et pour une analyse de cette situation, retrouvons tout de suite Boukari Ouba. Il est journaliste et analyste au bimensuel d'investigation, le Reporter. Boukari Ouba, bonsoir. Bonsoir. Alors, un nouveau coup d'État, un nouvel homme fort à la tête du Burkina Faso. Comment en est-on arrivé là, à votre avis? Comment est-on arrivé là? C'est tout simplement le fait que la situation sécuritaire ne s'est pas du tout améliorée depuis la prise du pouvoir le 24 janvier dernier par le MPSR. Bien au contraire, si vous avez suivi effectivement le premier communiqué
du capitaine qui installe le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont relevé eux-mêmes que nous avons plutôt perdu donc, des parties importantes de notre territoire national. Parce qu'effectivement, avant, il y avait quelques bourgades, des petites communes, des villages qui étaient inaccessibles. Mais depuis le 24 janvier, il y a eu des chefs-lieux de province qui ont été occupés par les terroristes. Donc, sur ce plan-là, ça a été un échec. Et cet échec-là a conduit inévitablement donc, à la chute du président Damiba. Alors, l'annonce de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré a été accueillie avec beaucoup de joie par la population. C'était le même scénario lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé Rochma Christian Kaboré. C'était en janvier 2022. Que doit faire le capitaine Ibrahim Traoré pour ne pas avoir à subir les sorts de ses prédécesseurs? Déjà, cette lutte populaire qu'on a vue, c'est beaucoup moins une joie pour accueillir le capitaine Traoré, plutôt qu'une joie de voir Damiba partir enfin. Et c'était un peu le même scénario lorsque le 24 janvier, Damiba même arrivé au pouvoir. Les gens qui ne s'étaient pas opposés au coup d'État, ce n'est pas tant parce qu'ils adhéraient donc au coup d'État du lieutenant-colonel, mais juste parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de déceptions par on est pratiquement dans le même scénario. On fait partie de quelqu'un qui n'a pas présenté de résultats sur le plan sécuritaire. Et maintenant, le groupe aussi, justement, repose sur les épaules de ce capitaine-là, avec toujours le même organe politique ou militaire, parce que c'est toujours le MPSR. Ce qu'on attendra d'eux, c'est certainement des résultats sur le plan sécuritaire, mais surtout déjà beaucoup d'engagement, de la volonté à aller combattre les terroristes, parce que en vérité, on ne sentait plus cet engagement-là de la part du président lieutenant-colonel Damiba, qui était beaucoup plus sur un terrain politique que sur le terrain de la reconquête du territoire national, et ça qui justifie beaucoup plus son échec et finalement sa chute. Alors, le gouvernement togolais a confirmé ce lundi que le chef de la junte burkinabé déchu, le lieutenant-colonel Damiba, s'était réfugié au Togo après le putsch. Quel avenir pour lui, à votre avis? Quel avenir pour Damiba? On semble avoir un petit souci avec Boukari Oubo. Je vous remercie donc d'être avec nous dans le cadre de ce journal. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions, Monsieur Boukari. Alors, qui est ce capitaine Traoré à la tête de ce deuxième coup de force en 8 mois au Burkina Faso? Il est décrit par ses collègues militaires et proches comme un chef calme, à la limite timide, qui place l'être humain au-dessus de toute considération. Yacouba Ouedraogo nous retrace son parcours. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la région de la Boucle du Moun, Ibrahim Traoré décroche son baccalauréat série D à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina, en 2006. Il rejoint alors l'université de Ouagadougou pour ses études supérieures. En 2010, il finit major de sa promotion et quitte l'université avec un diplôme de maîtrise en géologie. La même année, il réussit au concours d'entrée à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Ibrahim Traoré en sort sous-lieutenant en 2012 et est affecté au régiment d'artillerie de Kaya, dans le centre-nord. En 2014, il est commandant de l'une des compagnies du groupement des forces antiterroristes basées à Djibo. En 2015, Ibrahim Traoré fait partie des militaires burkinabés envoyés au Mali pour le compte de la MINUSMA. Avec la multiplication des attaques terroristes dans son pays, le lieutenant Ibrahim Traoré, passé capitaine en 2020, est affecté successivement comme chef de plusieurs détachements, notamment à Gaïri dans l'Est, à Namisigma dans le centre-nord. En janvier 2022, face à l'insécurité galopante, il fait partie des jeunes officiers qui déposent le président Roch Kaboré et portent au pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Il est nommé en mars 2022 chef de corps du régiment d'artillerie de Kaya. La situation sécuritaire ne s'améliorant pas, ces hommes et lui se soulèvent alors contre le chef de l'État qu'ils contraignent à la démission. Il est depuis samedi 1er octobre le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur le Burkina Faso.
Autre pays, autre transition, l'Union européenne a fait part dimanche de sa préoccupation concernant les décisions prises la veille au Tchad de prolonger la transition et de permettre au chef de la junte militaire, Mahamad Déby Itno, de briguer la présidence. Ces mesures ont été adoptées par le dialogue de réconciliation nationale, mais en l'absence d'une très grande partie de l'opposition et des organisations de la société civile qui le boycottent, ainsi que de 2 des 3 plus importants groupes armés rebelles. Le 19 septembre, l'Union africaine avait demandé à la junte de respecter la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition et rappelé sans équivoque qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne pourra être candidat aux élections à la fin de la transition. Dans ses décisions de samedi, le dialogue n'a donc pas suivi l'Union africaine. Que pensent les habitants de cette prolongation du mandat de la transition au Tchad? Suivons ces réactions recueillies par André Kodmadjingar, notre correspondant en Djamena. Personnellement, en tant que citoyen tchadien, je suis dans une zone actuellement d'incertitude. Peut-être que ce sont les acolytes qui se plaisent, les acolytes du pouvoir qui se plaisent dans cette transition. On sent que la stratégie, c'est l'ancienne stratégie utilisée il y a 30 ans qui est en train d'être mise en place. Donc, toutes ces choses ont permis à ce que la population ne croit pas, y compris moi qui suis en train de vous parler. Je ne crois pas à la vérité d'aller de l'avant pour la refondation du pays ou bien de mener une transition qui puisse permettre au Tchad de reverdir. Cette transition évolue plus ou moins bien, avec des tensions par-ci par-là, mais moi en tant que citoyen, je souhaite seulement qu'il y ait la paix, en tout cas dans ce pays. Maintenant, avec ce dialogue qui va s'achever dans quelques jours, on espère que des résolutions qui vont sortir de ce dialogue vont permettre de faire revenir la paix dans ce pays. Mais tout dépendra encore de la volonté de nos autorités et autres. Cette transition, franchement dit, n'est pas au goût de ces derniers. Je veux parler des Tchadiens. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est fait là, c'est comme si on est en train de faire vraiment une descente aux enfers. Rien ne se dessine préalablement. On fonce, même si on sait que ce n'est pas la bonne voie qu'on a empruntée. On y va, on fonce et ça fait que les Tchadiens de nos jours, moi personnellement, je suis trop pessimiste. Et en Somalie, au moins 20 personnes ont été tuées et 36 autres blessées dans la ville de Bolédienne, dans le centre du pays, à la suite de 3 attentats à la voiture piégée. Le gouvernement annonce aussi la mort d'un des plus hauts dirigeants des Chebab dans une frappe aérienne. Les terroristes ont mené des attaques suicides en utilisant 2 véhicules remplis d'explosifs à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, selon haut gradé de la police de la région du Iran. Parmi les personnes tuées figure le gouverneur adjoint de la région de Iran, Aboukar Sheikh Maté, et le ministre de la Santé de la région. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Chebab qui combattent le gouvernement somalien depuis au moins 15 ans. L'US Africa Command annonce par ailleurs avoir mené une frappe aérienne contre le réseau militant Al-Shabaab en Somalie. C'était le 1er octobre. La frappe qui a tué un chef d'Al-Shabaab a eu lieu près de Djilib, à environ 370 km au sud-ouest de Mogadiscio. Au moins 32 enfants figurent parmi les 125 morts de la bousculade meurtrière survenue ce week-end dans un stade en Indonésie. C'est ce que font savoir ce lundi les autorités après ce drame, l'un des pires de l'histoire du football. Le mouvement de foule meurtrier a aussi fait plus de 300 blessés, dont certains sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux de la ville de Malang, dans l'est de l'île de Jaffa. Face à la colère du public, les premières sanctions sont tombées ce lundi avec le limogeage du chef de la police de la ville de Malang et la suspension de 9 policiers. Le président indonésien Joko Widodo a accordé des compensations aux familles des 125 victimes.
Également dans l'actualité ce soir, l'ouragan Ian a balayé le sud des États-Unis la semaine dernière. Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendent dans les zones dévastées alors que le pays est sous le choc en raison du nombre de morts, des inondations et destructions causées par la tempête. La Maison-Blanche a annoncé que les Biden vont ce lundi à Porto Rico et mercredi en Floride. Arash Arabazadi de la VOA nous en dit plus. C'est un récit signé Jacques Aristide. L'ouragan Ian a touché terre mercredi dernier en Floride. Il a été l'un des plus violents jamais enregistrés aux États-Unis. Environ 2,5 millions de personnes avaient reçu des ordres d'évacuation. Classé en catégorie 4, Ian a entraîné des vents atteignant jusqu'à 240 km à l'heure. Des inondations ont suivi et plus de 2 millions de foyers d'entreprises de Floride ont été privés de courant. Selon Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, la montée des eaux aurait pu atteindre jusqu'à 3,5 mètres dans certaines régions. Dès le lendemain, le président Joe Biden s'est rendu au siège de la FEMA, l'agence fédérale américaine de gestion des urgences. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Les chiffres ne sont toujours pas clairs, mais nous entendons les premières informations sur ce qui pourrait être une perte de vie importante. Les efforts de sauvetage au niveau fédéral et local se poursuivent, mais l'administration Biden affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour fournir un bilan définitif, vu la trajectoire imprévisible qu'a prise l'ouragan quelques heures avant de toucher terre. Diane Criswell, administratrice de la FEMA, était invitée dimanche dans le programme This Week de la chaîne ABC. La reprise va prendre beaucoup de temps, de nombreuses personnes sont touchées, mais nous savons également que nous sommes toujours activement engagés dans la phase de recherche et de sauvetage, en essayant de tenir compte de tous ceux qui se trouvaient sur le passage de l'ouragan et de passer par chaque maison pour nous assurer de n'oublier personne. Les élus républicains de Floride, souvent en désaccord ouvert avec l'administration Biden, louent les opérations de secours menées tant au niveau fédéral que local. La réponse fédérale dès le premier jour a été très positive, comme elle l'a toujours été par le passé, et nous en sommes reconnaissants. La FEMA est la première à intervenir aux États-Unis, avant que les États interviennent. Puis, les États disent à la FEMA, nous avons besoin de ceci ou nous avons besoin de cela. Et c'est le processus sur lequel nous travaillons en ce moment. Mais c'est une mobilisation extraordinaire du corps du génie de l'armée américaine, des gardes-côtes. Je veux dire pratiquement tous les organismes fédéraux disponibles, pas seulement via la FEMA, mais aussi à travers d'autres agences. Des législateurs décrivent bon nombre des zones les plus durement touchées par l'ouragan Ian comme des pertes totales irrécupérables. Ian suit l'ouragan Fiona qui a récemment frappé Porto Rico. Le président Joe Biden et son épouse Jill se rendent ce lundi sur ce territoire américain avant de visiter la Floride mercredi. Et puis, l'ancien président Lula da Silva est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dimanche au Brésil, mais le président sortant Jair Bolsonaro a mieux résisté que prévu et un deuxième tour aura lieu pour les départager. Luiz Inácio Lula da Silva, icône de la gauche brésilienne, a remporté 47,97% des voix contre 43,60% pour le président sortant d'extrême droite, a annoncé en soirée le tribunal supérieur autant pour moi électoral sur la base du dépouillement de 97,69% des bureaux de vote. Lula devra affronter son ennemi juré lors d'un deuxième tour prévu par la loi électorale le 30 octobre. Les candidats alliés au président sortant, Jair Bolsonaro, ont remporté d'importantes victoires dimanche lors des élections législatives et gouvernementales organisées en parallèle du scrutin présidentiel au Brésil. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le deuxième coup d'État au Burkina Faso en l'espace de 8 mois.
Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, poussant le lieutenant-colonel Damiba à rendre le tablier et à s'exiler au Togo. Dans les deux putschs, les auteurs citent l'insécurité comme principale cause de leur action. Et le nouveau maître de Ouagadougou évoque également la nécessité de se tourner vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. Quels enseignements tirer de ces derniers bruits de bottes à Ouagadougou? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Rendez-vous à ne pas manquer. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Alors que les drones militaires et civils deviennent de plus en plus populaires, on s'inquiète aussi des menaces que certains d'entre eux peuvent faire peser sur des lieux comme les aéroports, les prisons et les réseaux électriques. Julie Tabot de VOA présente une entreprise qui a développé une technologie de contre-drone capable d'identifier et d'atténuer les menaces que représentent les drones malveillants. C'est un récit de Ginny Niwa. En 2013, Angela Merkel assiste à un événement plein air lorsqu'un drone se pose brusquement près d'elle, perturbant brièvement l'événement. Aucun dommage, mais l'incident a suscité des inquiétudes quant aux problèmes de sécurité que posent les drones dans des zones potentiellement vulnérables. Il ne s'est rien passé. C'était un drone qui attirait l'attention. Mais vous pouvez imaginer, sans les protections adéquates en place, ce qui pourrait arriver dans ce genre de situation. Cet incident a donné lieu à la création de Dedrone, devenue une entreprise leader dans le domaine de la technologie, des contre-drones avec des centaines de clients dans plus de 35 pays. Nous détectons le drone principalement par des signaux de radiofréquence qui sont reconnus par nos capteurs. Nous pouvons également prendre en compte d'autres types d'entrées de capteurs, par exemple des capteurs radar, acoustiques et même des capteurs de caméra sur le drone. Les clients de Dedrone installent un logiciel de suivi des drones qui alerte le personnel de sécurité lorsqu'un drone suspect se trouve dans leur espace aérien. Si un drone est jugé malveillant, le tracker de Dedrone peut aider le personnel de sécurité à localiser l'opérateur du drone et à lui parler directement. Il s'appelle Drone Defender et c'est un émetteur radio et lorsque nous avons trouvé notre drone dans l'espace aérien, nous le dirigeons vers lui, nous sélectionnons le mode, nous appuyons sur la gâchette et maintenant, nous pouvons perturber le signal entre le drone et le contrôleur. Dans des situations extrêmes comme la guerre, les clients peuvent désactiver le drone directement avec un pistolet brouilleur. Nous considérons la technologie des contre-drones comme partie intégrante de l'écosystème des drones commerciaux. Nous avons besoin que la technologie des contre-drones protège les sites sensibles pour que l'industrie des drones commerciaux puisse progresser. L'industrie de la technologie des contre-drones s'est développée parallèlement à l'industrie des drones commerciaux, selon les experts. L'utilisation des drones ne cesse de croître, tout comme les efforts visant à protéger les espaces vulnérables contre les quelques mauvais acteurs qui s'y trouvent. Ils auront peut-être besoin de drones demain pour nettoyer le Nil. En attendant, des bénévoles égyptiens de l'initiative Vers le Nil embarquent sur des kayaks pour repêcher bouteilles, canettes et autres détritus en plastique flottant sur le Nil. Puis, ils regroupent ces déchets pour en faire une pyramide, un immense symbole pour ce pays qui sera hôte de la prochaine conférence mondiale de l'ONU sur le climat, la COP27. Ce sera en novembre. Récit d'Ilidiko. À moins de 2 mois de la COP27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, les questions climatiques sont au cœur de l'agenda de plusieurs pays et d'ONG. Une initiative égyptienne tente de nettoyer le Nil du plastique qui le pollue. Les bénévoles mettent les bouchées doubles et exposent le fruit de leur travail de façon originale. Nous avons choisi de construire une pyramide puisque c'est un énorme symbole égyptien. Nous avons construit une pyramide faite de plastique collecté sur le Nil pour montrer aux gens l'ampleur du problème. Ça fait longtemps que nous n'avons pas collecté de plastique pour en faire une pyramide. Cette collecte de plastique n'a pas pris trop de temps. Cela représente seulement 45 jours de collecte. Faite par 6 pêcheurs qui repêchent le plastique du Nil et nous l'achetons. C'est un revenu supplémentaire pour les pêcheurs.
Ce projet permet de préserver l'environnement, mais également de venir en aide aux pêcheurs dont les moyens de subsistance sont directement affectés par la dégradation des eaux. La pollution plastique empêche les poissons de se multiplier et d'habiter le Nil. La quantité de poissons n'est plus aussi importante qu'avant. Alors maintenant, les pêcheurs participent au nettoyage du Nil pour avoir quelques sous en plus. Et récemment, nous avons extrait du Nil des tonnes de plastique. Ce plastique a des répercussions sur notre vie, l'environnement et tout le reste. Et parce que l'impact de la pollution est bien souvent irréversible, cela fait quelques années que l'association s'efforce de préserver l'environnement. Cela fait 3 ans que nous nettoyons le Nil en achetant du plastique aux pêcheurs qui collectent plus de plastique que de poissons. Le plastique peut rester dans le Nil pendant des centaines d'années sans se décomposer. En organisant la COP27, l'Égypte espère devenir le représentant de l'Afrique en matière de lutte contre le changement climatique et les effets de la pollution. Le pays compte également se positionner à l'échelle internationale comme un acteur clé sur les questions liées au climat. Cap à présent sur la Tanzanie où un litige foncier est en cours entre les Maasai et le gouvernement tanzanien. La Cour de justice a jugé que leurs terres ancestrales doivent être délimitées pour protéger la faune sauvage. Des représentants des communautés Maasai expriment leur frustration après avoir perdu le droit d'habiter sur leurs terres. Plus de détails avec Blanche Sanou. La Tanzanie a toujours permis à des communautés autochtones telles que les Maasai de vivre dans certains parcs nationaux. Mais les autorités affirment que leur population croissante empiète sur l'habitat faunique. Elle a instauré une relocalisation qui a suscité des inquiétudes, bien que les avocats aient insisté sur le fait que la tribu nomade a été expulsée par la force et qu'elle est en train d'être vidée de sa population pour des safaris et des expéditions de chasse de luxe. Un tribunal régional a jugé que la décision de la Tanzanie de boucler des terres pour la protection de la faune était légale, portant un coup aux éleveurs Maasai qui avaient protesté contre cette décision. Je suis très triste du jugement rendu par la Cour de justice de l'Afrique de l'Est parce que si vous essayez d'examiner le jugement qui a été publié, il n'y a aucun fait qui prouve que la partie des défenseurs, le gouvernement, a gagné le procès. Donc nous, en tant que peuple de Ngorongoro, nous espérons que nous irons au prochain niveau pour l'appel. Nous espérons que nous irons au prochain niveau pour l'appel. Alors que le changement climatique entraîne des sécheresses prolongées et de faibles rendements agricoles, la pression sur les communautés pastorales a augmenté, les forçant à entrer en conflit avec la faune pour l'accès à la nourriture et à l'eau. En 2009, des milliers de familles Maasai ont été déplacées pour permettre à une société de safari de luxe d'y organiser des expéditions de chasse. Le tribunal a statué contre nous et a décidé que nous n'avions pas prouvé que cette communauté Maasai ne vivait pas à l'extérieur, mais qu'elle était partie à l'intérieur du parc national du Serengeti. Et ils ont également décidé qu'il n'y avait pas eu d'expulsion forcée, qu'il n'y avait pas eu de perte de vie, de propriété, qu'aucune de ces personnes n'avait été blessée pendant les expulsions. Les Maasai avaient demandé au tribunal de mettre fin aux expulsions, arrestations, détentions ou persécutions de leurs membres et réclamer 1 milliard de shillings tanzaniens à titre de dommages et intérêts. Nous conseillerons notamment de faire appel de ce jugement auprès de la division d'appel de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Nous n'avons donc pas encore terminé. Des experts indépendants des droits de l'homme nommés par l'ONU ont averti que cela pourrait mettre en péril la survie physique et culturelle des Maasai. Et voilà qui met fin à ce journal. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.